Personne ne bouge, c'est un hold-up. Restez calme, on ne vous fait que les poches. Et elles repartiront plus lourdes qu'à l'aller, toutes pleines d'erreurs originales qui, à tout prendre, ont plus de valeur que les vérités banales. Mais je dois vous prévenir, ces choses-là prennent du temps. 2h40 d'images, de sons, de textes et d'élucubrations. Ou une année entière des mêmes choses, c'est selon comme vous avez compté. Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde, mais qui se fout le mieux de vous ? Est-ce celui qui réclame votre argent et l'utilise ensuite pour mieux vous mentir, vous tournant par là en un de ses complices ? Ou ceux qui abusent de leur titre comme de leur blouse, dans l'espoir de devenir une icône, sur le tard, par effet d'aubaine ? Sont-ce encore les détenteurs et maîtres de l'information, relais serviles et paresseux de toute parole, dès lors que celle-ci trouve place dans leur bruyante mise en scène ? Certes, nous avons l'habitude d'admirer tous les jours d'immenses bandits, dont le monde entier vénère avec nous l'opulence, et dont l'existence se démontre cependant dès qu'on l'examine d'un peu près, comme un long crime chaque jour renouvelé. Est-ce un hold-up ? Non, c'est une expérience scientifique. Parmi tout ce qu'on a pu lire, voir ou entendre à propos de Hold Up, le documentaire malade de Pierre Bernarias, il y a un point sur lequel, en mon sens, on n'est pas assez revenu. Et ce point, c'est celui de la crypto-monnaie. Et c'est dommage, parce que tout le film, dans sa construction, dans son argumentaire, nous amène vers cette thèse du totalitarisme crypto-monétaire, dans lequel la liberté va devenir un lointain souvenir. Merci Valoche. Comment dès lors expliquer cette pudeur, tandis que tous les autres aspects du documentaire ont été décortiqués ? Peut-être d'abord par manque de compétences, les cryptos sont encore quelque chose d'obscur pour le journaliste français. Ils n'ont pas voulu s'y frotter ou n'ont peut-être même pas compris de quoi il s'agissait. Ensuite parce que la thèse est délirante et ils se sont peut-être dit que ça ne valait pas le coup qu'on s'y attardât. Seulement ce qui vous semble délirant peut paraître particulièrement sensé aux oreilles d'autres personnes. Surtout quand on exploite l'immense pouvoir de suggestion contenu dans le médium audiovisuel. Et puis on traite d'un sujet, les cryptos, qui est vraiment propice au fantasme. Mais ça reste, en mon sens, le point d'achoppement de tout le système argumentatif de Hold Up. Et il ne s'agit pas de juste dire que ce système est pété, il faut encore montrer en quoi. On n'abat pas un argumentaire en contredisant un à un tous ces points accessoires. Pardon, Check News. On le fait en démontrant l'inopérabilité de la thèse principale, ou que tout le raisonnement qui y mène est fallacieux. Et je vais faire les deux parce qu'on est comme ça, chez Fun Radio, on est généreux. Et puis je vais aussi en profiter pour rappeler que sur ces questions, la vigilance est légitime et qu'elle est de mise, pour avoir un regard peut-être un peu différent. Pour entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter la star de ma vidéo, Valérie Bugeaud. Qui est-elle ? Eh bien, c'est une pimpante avocate d'une 50aine d'années. Elle a soutenu en 2005 une thèse en droit fiscal à l'université de la Sorbonne, ce qui fait d'elle un docteur en droit privé. Elle met ensuite fin à ses fonctions d'avocate en 2009, et à partir de là, nous commencerons à la voir intervenir sur des plateformes, on va dire rock'n'roll, et à écrire des bouquins au titre évocateur tels que Demain des lobes, Le Renouveau, ou encore le visiblement très sérieux du nouvel esprit des lois et de la monnaie. Elle a aussi notamment participé au cycle de formation de l'association Égalité et Réconciliation, qui est l'association de l'essayiste français Alain Soral. Il faut le savoir. C'est un parcours qui donc nous renseigne sur le bord politique de Madame Bugeaud, qui appartient à ce courant de pensée que l'on appelle la dissidence. La question qu'on se pose, c'est celle de sa compétence en matière de crypto-monnaie. Sait-elle de quoi elle parle ? Est-ce un sujet qu'elle maîtrise ? C'est en tout cas un sujet qu'elle connaît. On peut lire 2 articles rédigés de sa plume et publiés en 2018 sur le site Le Sackers francophone. Dans ces articles, elle ne cache pas une certaine hostilité envers les crypto-monnaies. Sur quoi donc reposent ses critiques ? Eh bien, il y a d'abord ce qui semble être sa marotte. Pour elle, toute monnaie, quelle qu'elle fût, dès lors qu'elle se conçoit comme une réserve de valeur, devient une monnaie falsifiée en ce qu'elle est sujet à la spéculation, à l'accaparement, à l'accumulation. Valérie Bugeaud reproche plus spécifiquement aux crypto-monnaies leur dématérialisation, qui, selon elle, sert un agenda idéologique anglo-saxon, ainsi que leur anonymat qui laisserait le détenteur dépourvu en cas de vol.
Dans son discours, on va noter une certaine confusion entre les crypto-monnaies privées et les crypto-monnaies publiques. Elle va volontiers mettre dans le même sac Bitcoin, Ethereum, avec un hypothétique e-euro ou e-dollar. Crypto-monnaies qui émaneront donc de banques centrales. On apprend à cette occasion que Bitcoin et Ethereum ont été des ballons d'essai lancés en secret par les banques centrales afin de déceler les défauts de ces monnaies dématérialisées. Une forme de bêta-testing, si vous voulez. Dans le même ordre d'idées, Valérie nous apprend que le lancement des crypto-monnaies correspond en réalité à la plus grande manipulation à l'échelle mondiale. Bon, alors c'était avant le Covid. Et si vous lui posez la question du but de cette manipulation, elle vous répondra tout simplement que c'était pour faire accepter aux gens l'idée de la dématérialisation de leur monnaie. Voici donc tout le mal que pense Valérie Bugeaud des crypto-monnaies en 2018. Que va-t-elle bien pouvoir nous dire 2 ans plus tard sur ce même sujet ? Eh bien, écoutons-la au micro du réalisateur du documentaire Hold Up. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et pas vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre ? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. On y est. Pour que la crypto-monnaie puisse exister, il faut surtout que les capacités techniques de circulation soient mises en œuvre. Et donc, ce qui explique que, effectivement, il y a eu en particulier en France, à la faveur du confinement, des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G et de l'installation d'antennes 5G qui permettront en effet une circulation plus aisée de toutes ces données dématérialisées, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la monnaie circule déjà partiellement de façon dématérialisée, mais pas totalement, et que pour générer une circulation dématérialisée totale, qui s'ajoutera à toutes les autres données dématérialisées non liées à la monnaie, comme par exemple les données de santé, eh bien, il faut des capacités techniques qui ne sont peut-être pas suffisantes encore à l'heure actuelle. La question qui est pointée ici, elle est intéressante. C'est celle de l'état de la dématérialisation de la monnaie. Et les gens peuvent encore avoir une conception assez faussée des modalités d'existence de l'argent. Basiquement, on peut dire qu'il y a 2 formes de monnaie. D'abord, on va retrouver la monnaie fiduciaire. Eh bien, c'est ce que vous avez dans votre portefeuille, ce sont vos pièces et vos billets. Ensuite, on va trouver la monnaie scripturale, et c'est une monnaie assez particulière puisque elle n'existe que sous forme de ligne de compte. C'est donc par essence la monnaie des banques et la monnaie de la dématérialisation. Bon alors jusque-là rien d'étonnant, mais ce qui peut surprendre, c'est quand on réalise la proportion entre ces 2 modalités d'existence de l'argent. Parce que la monnaie scripturale, la monnaie que vous avez jamais vue, elle correspond à 90% des échanges monétaires à l'échelle du globe. Et donc ces pièces et ces billets qui font notre rapport très particulier à l'argent, parce que c'est un rapport physique, tangible et quotidien, eh bien en fait c'est un moyen d'échange très minoritaire, quasiment résiduel. A-t-on attendu la 5G pour ça ? Il me semble que non. D'autant que la 5G n'est pas du tout déterminante dans l'expansion des transactions monétaires ou même crypto-monétaires. Parce que, basiquement, une transaction monétaire, c'est très peu d'informations. C'est émetteur, récepteur, montant. Pour Bitcoin, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut ne représenter que 225 octets. En termes de données, c'est rien. C'est par exemple infiniment moins que cette vidéo. Il faut dire que je suis bavard aussi. Alors du coup, quand ils crient à la dématérialisation, ils ont sûrement autre chose en tête. Et oui, ils ont autre chose en tête. D'abord, nous l'avons vu, pour Valérie, la dématérialisation, c'est l'agenda anglo-saxon, c'est donc le mal. Mais il y a aussi... il y a ça. Comprenez ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables de tracer les activités corporelles, et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu, selon lequel, écoutez, si vous allez à tel endroit qui est interdit, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Si vous ne pratiquez pas tel exercice physique ou vous abstenez ou au contraire pratiquez tel exercice physique qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Tout va être, si vous voulez, robotisé. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnelles qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir, et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. J'ai le vertige.
Je récapitule parce qu'il faut vraiment formuler le truc pour en réaliser la dinguerie. Bill Gates, à la faveur de la guerre bactériologique d'édification du gouvernement mondial et parce qu'il a senti venir le truc, va nous injecter des nanoparticules capables à la fois de nous géolocaliser, de mesurer en temps réel nos constantes physiques et d'en déduire notre activité corporelle, activité qui sera ensuite communiquée via 5G à un réseau crypto-monétaire qui n'est pas nommé, on va l'appeler la Atalicoin, et qui décidera, le réseau, si vous pouvez ou non garder vos cryptos-sous. En se basant sur des critères comportementaux prédéfinis, et tu te souviens comme c'était dur de baiser en avril dernier, eh ben ça sera comme ça, empire, tout le temps. Parce que moi, quand on me parle de m'interdire une activité corporelle, je pense tout de suite à ça. Et vous savez quoi ? Bah eux aussi. C'est un milieu qui est obsédé par une espèce de plan malthuséen de contrôle des populations via la régulation des naissances. Dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, dont les riches n'ont plus besoin. Faire des enfants, ça peut vraiment être vu comme la seule prérogative inaliénable d'autodétermination de l'individu, enfin du couple, enfin pour l'instant. Et puis c'est écrit là, fluide corporel. Tous nos plus précieux fluides corporels. Et alors tout ça là, tout ce que je viens de vous exposer, comment on le sait ? Eh bien on se base sur un brevet. Voilà. Juste un brevet. Et on va me dire que c'est pas du complotisme ? Mais alors c'est quoi le complotisme ? Non, en vrai, c'est quoi le complotisme ? Alors je ne vais pas vous lire le paragraphe d'introduction de la page Wikipédia Théorie du complot, parce que je suis pas un putain de vulgarisateur. Je vais par contre revenir sur un point particulier et central du complotisme, et ce point c'est l'explication monocausale. C'est tout simplement l'idée que dans la matrice complotiste, tout est imputable à une cause, et une cause unique. Et puis c'est pratique parce que cette cause, elle va valoir explication pour toute ta théorie. Et c'est vraiment un raisonnement qui confine à l'absurde, parce que vous vous souvenez de cette histoire de nanoparticules un peu plus tôt dans la vidéo ? Ben c'est une invention, ça n'existe pas. À aucun moment ça n'apparaît dans le brevet qui est cité. Me croyez pas, hein ? Allez vérifier. Le document est accessible, vous faites CTRL-F nanoparticules, ou nanoparticles, et il n'y aura aucun résultat. Et alors, pourquoi ce mensonge ? Pourquoi cette invention ? Eh bien, tout simplement parce que cela vient servir la monocause. Donc, cette histoire d'Atalicoin, Bill Gates, quand on peut plus baiser, là. Et donc, même des éléments qui n'ont rien à voir, on va te les prendre, on va te les tordre, et on va te les faire rentrer de force dans ta théorie, quitte à devenir malhonnête. Pour s'en rendre compte, il faut aller consulter un autre extrait du documentaire, où le réalisateur met en parallèle la famosa hydroxychloroquina et le remdesivir. Il nous y est précisé que l'une des caractéristiques essentielles, celle sur laquelle s'attarde le réal, du remdesivir, c'est sa méthode d'administration, c'est-à-dire que c'est un médicament qui s'injecte. Alors, pourquoi mettre l'emphase sur ce point ? En quoi est-ce important ? Tout simplement parce que les nanoparticules, si tu les bouffes, tu les digères. Donc on peut pas les mettre dans l'hydroxychloroquine. Parce que c'est ça le réel génie de Hold Up, c'est sa dramaturgie. Et en plus, elle est cohérente. Hold Up, ça fonctionne en vase clos. Et c'est pas une originalité. Moi, j'adore ce genre de docu, je regarde à chaque fois. La mode avait été lancée il y a plus de 10 ans par Loose Change. C'était sur le 11 septembre. Et depuis, je regarde vraiment un max. Il y a les documentaires tout pourris sur les pyramides ou les géants. Et à chaque fois, je marche à fond. Je me dis, oh là là, comme ils nous la mettent, ces enfoirés de comploteurs. Mais ça, c'est au premier visionnage, parce que dès le second visionnage, je me rends bien compte des grosses ficelles scénaristiques et techniques qui ont du mal à cacher l'absence d'argumentaire cohérent, et puis le fait que tout se base toujours sur l'idée qu'il y a une bande d'initiés à l'origine de tous nos malheurs. Et aussi le refus d'accepter que contingence n'est pas forcément équivalent à causalité. Et ce dernier point, il est vraiment redoutable, parce que on est fondamentalement fait pour gober ce genre d'ânerie. C'est-à-dire que notre cerveau, il est toujours en quête de deux choses. D'abord, il est en quête de sens, ce qui fait que quand on va te présenter deux faits contingents, automatiquement, on va avoir tendance à les considérer comme liés. Alors que, rationnellement, ce lien devrait faire l'objet d'une démonstration. Typiquement, là, on a la 5G, le confinement et la Atalicoin. Ensuite, notre cerveau, il va être en constante recherche de validation, d'approbation, de confirmation. Et là, c'est la magie de l'audiovisuel qui intervient. Le montage, le rythme, la musique, les petits airs entendus de Valoche. Tout ceci va venir conforter le raisonnement intuitif que tu viens d'avoir, et qui n'est pas du tout un raisonnement, en réalité. On y est. C'est aussi simple que ça. J'ai le vertige.
tu es juste allé là où on t'a suggéré d'aller. En réalité, tous ces documentaires, ils sont construits dans le même creuset. L'idée, ça va être de te faire croire qu'ils ont levé un complot en étudiant des faits liés entre eux, alors que d'abord ces faits sont plus que douteux, et ensuite qu'ils ne se fatigueront jamais à démontrer les liens de causalité entre ces différents faits. Parce que pourquoi se faire chier? Ton cerveau va le faire tout seul. L'explication monocausale, c'est ça, c'est un raisonnement qui commence par la fin, mais qui veut te faire croire que c'est toi qui as fait tout le chemin. C'est un raisonnement qui part du principe qu'il existe un complot, et qui va ensuite tout faire pour te démontrer l'existence de ce complot. C'est un raisonnement inductif qui se présente comme déductif. Et c'est en suivant ce schéma que le film Hold Up va venir nous présenter une thèse principale extrêmement grave. On parle ni plus ni moins d'un totalitarisme crypto-monétaire. Mais il le fait en toute gratuité. Mais monsieur le Fon, ce brevet, il existe bien, ils l'ont pas inventé. Il existe bien, ils l'ont pas inventé. Ce brevet, donc, a été déposé pour le compte de Microsoft en septembre 2018, et on note que pour une fois, le Réal nous a épargné un bel effet de manche, puisqu'il est numéroté 060606. Alors pour votre information, le brevet 1488 a été déposé par Visa. Bien évidemment, ce n'est pas Bill Gates qui s'en est occupé, puisque celui-ci a quitté la direction de Microsoft et qu'il ne s'occupe plus de la R&D. Mais bon, allez, qu'on sait donc que Bill Gates et Microsoft, c'est indissociable, je veux bien l'entendre. Le document est librement accessible, en 3 clics vous l'avez. Niveau discrétion, on repassera. Hein. Les saloperies qu'ils mettent dans les chemtrails, elles, au moins, elles n'ont pas été brevetées, ou alors pas sous ce nom. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce complot tout pourri dont on révèle le plan final dès le début? Espèce de méchant James Bond. Et alors, c'est un document qui a eu son petit écho dans le monde des crypto-monnaies au moment où il est sorti, parce qu'il a été relayé par notre mascotte décadente, John McAfee, qui a tweeté à ce propos en avril dernier, en inventant au passage une histoire de mineur pucé. Et déjà à l'époque, on était très circonspect parce que le truc a aucun sens en fait. Bon, d'abord, une bonne fois pour toutes, ça n'a rien à voir avec les nanoparticules. Le terme n'apparaît pas, il n'est même pas suggéré. Sur le schéma, le sensor, le capteur qui va aller capter les constantes biologiques, il est présenté comme étant externe au sujet. Ce capteur est censé communiquer avec un dispositif tiers qui lui-même ensuite doit à son tour communiquer avec le réseau crypto-monétaire. Il va donc prendre la place de ce qu'on appelle l'oracle, c'est-à-dire l'élément qui fait le lien entre le monde réel et la blockchain, pour aller très vite. Bon, allez, dans la documentation, le sensor il peut être par tout moyen, alors pourquoi pas des nanoparticules? Eh bien tout simplement parce que ça marche pas du tout comme ça en fait. Une nanoparticule qu'est-ce donc? Eh bien c'est un nano-objet dont les 3 dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire une particule dont le diamètre nominal est inférieur à 100 nanomètres environ. Et oui, je viens de vous lire le paragraphe introductif de la page Wikipédia, parce que je suis un putain de vulgarisateur. Bon alors retenez que c'est vraiment très petit, c'est de l'ordre de la distance qui sépare 2 atomes. Et il se trouve que dans ce domaine très expérimental, on en est encore au stade de la recherche fondamentale. On commence tout juste la production de matériaux basiques, des planches quoi. On n'en est pas, mais alors pas du tout au stade où on peut parler de nanocapteurs connectés. Ce point-là, c'est vraiment de la pure science-fiction. Alors quand Valérie nous dit « ils sont capables », bah non, pas du tout. Ou alors s'ils le sont, ils l'ont encore fait dans notre dos. Pour le reste, le brevet est ridicule, il est beaucoup trop abstrait pour qu'on en tire la moindre information pertinente. Il est émaillé de phrases lunaires, ça nous parle d'algorithmes de cryptage qui reposent sur l'activité corporelle, c'est ridicule. Ça ne marche pas du tout comme ça, mais forcément quand on ne sait pas comment fonctionne une crypto-monnaie, comment fonctionne Bitcoin, on peut très vite se faire des idées assez ésotériques. Et il va surtout s'agir à l'avenir de démystifier les mécanismes crypto-monétaires, qui sont d'ailleurs beaucoup plus simples que ce que vous pouvez imaginer. Au final, ce qui est décrit dans ces pages, c'est un système couplant une espèce de montre connectée qui pourrait récompenser son utilisateur par une espèce de gratification en crypto si celui-ci arrive, mettons, à taper 1000 pompes en 1 heure. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors c'est une idée à la con, mais c'est le principe. C'est un brevet, c'est juste une abstraction. Et je suis d'accord, c'est le fruit d'un cerveau malade, mais ce n'est ni le premier, ni le pire brevet du genre. Regardez celui-là, il a été déposé en 2008 par Sony, et il me fait infiniment plus peur que ces histoires de crypto-monnaies qui te suivent partout. L'idée, c'est que tu pourrais passer plus vite les pubs si tu acceptes de prier ton dieu McDonald's pour qu'il te laisse regarder la fin du film. McDonald's! Et ça, pour le coup, c'est une technologie qui est complètement à notre portée. Ça me rappelle les heures les plus sombres de la Kinect.
Heureusement que c'est Microsoft qui en a les droits. Mais on n'en a rien fait parce que même ça, c'est trop. Même ça, les gens ne peuvent pas l'accepter. Et il ne faut pas se méprendre sur mon propos. Des personnes qui sont en train de bâtir un futur invivable, ça existe. Il y en a beaucoup, et ils n'ont même pas le bon goût de se cacher. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. La ringardise de ce propos n'empêche. On a bien vu pendant le confinement qui faisait tourner le pays. Mais au-delà de ça, ça ne fera jamais avancer les choses de raconter des fariboles aux gens en exploitant leur ignorance à propos de domaines qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils sont trop nouveaux. On ne peut pas être expert en tout. Tout le monde n'est pas éditorialiste sur CNews. Et c'est entre autres pour ça qu'il faut, je pense, avoir un discours nuancé sur le complotisme. Parce que là, normalement, dans l'ordre des choses, je conclus ma vidéo, j'ai généreux, et puis je remplis le formulaire de demande d'aide au CNC. Mais je vais essayer d'aller un peu plus loin dans mon propos. On ne peut pas vraiment faire comme si le terme complotiste n'était pas un terme polémique. Il est reproché à ceux qui l'utilisent d'agir en chien de garde du système. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les commentaires, ça va pas rater, hein. Mais les commentaires, c'est bon pour le référencement. Et moi, on m'enlèvera pas de l'idée que, se méfier du pouvoir, c'est toujours légitime. On m'en enlèvera pas de l'idée non plus que la méthode c'est important. Et si vous ne voulez pas utiliser le terme complotiste pour une raison ou pour une autre, ne l'utilisez pas, abandonnez-le, utilisez plutôt le terme d'explication monocausale. Parce que ça désigne une rhétorique extrêmement puissante, qui a déjà par le passé été utilisée par le pouvoir et qui le sera encore à l'avenir. Alors je vais m'appuyer sur un exemple historique tiré du Second Empire, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime les exemples historiques tirés du Second Empire. Alors on est en France, au milieu du 19e siècle, et politiquement c'est très très compliqué. Le pouvoir politique d'alors, le pouvoir impérial, est complètement dépassé par les mutations de la société. Et il va se mettre à développer tout un discours désignant les associations politiques d'opposition, on disait à l'époque les clubs, en les accusant d'être des organismes séditieux, œuvrant de façon coordonnée pour un projet subversif. Sans d'abord être capable de prouver ce projet subversif, ni même la coordination, et parfois même sans arriver à établir l'existence de certains de ces clubs. Mais peu importe, le but était de justifier une politique répressive sur le plan des libertés politiques, les libertés d'association et d'expression. Face à cette situation, on peut très bien parler de complotisme, en faisant un léger anachronisme. On peut surtout parler d'explication monocausale. On peut tous se mettre d'accord sur l'idée qu'une argumentation politique, c'est d'abord établir des faits, puis démontrer les liens qui existent entre ces différents faits, pour in fine proposer des solutions. Alors les gens ont-ils raison d'avoir peur des crypto-monnaies ? Oui, bien sûr que oui. La monnaie, c'est une des expressions les plus importantes du pouvoir politique, et nous devons être particulièrement vigilants par rapport à elle. Autant que vis-à-vis de la liberté d'expression ou de la sécurité. Mais on n'a pas besoin d'inventer des théories du complot pour se méfier de Bitcoin. La portée de cette technologie est vraiment sidérante, ce qui veut dire que la portée de ces dérives l'est tout autant. D'ailleurs, les entreprises commencent à s'y pencher, et je regarde avec un œil particulièrement inquiet la résurrection de Libra, la crypto-monnaie de Facebook, une boîte qui a un rapport très particulier et problématique au concept même de vie privée. Cependant, au cœur même de Bitcoin, dans son architecture, il y a des éléments qui le protègent d'une dérive totalitaire. Il est structurellement indépendant des États, il est transparent, il est ouvert et a été pensé comme étant une soustraction à toute forme d'autorité. Bitcoin repose sur l'horizontalité, il est incensurable et insaisissable. Toutes ces caractéristiques, qui sont contenues dans son code même, ont un rôle à jouer et doivent être prises en compte quand on étudie les crypto-monnaies sous l'angle politique. De la même manière, Valoche et ses copains s'inquiètent de la disparition du cash. Mais ils ont 1000 fois raison. L'argent liquide est un moyen de paiement complètement anonyme, très peu traçable, complètement fongible. C'est une modalité d'existence de l'argent qui est extrêmement importante et précieuse. Et donc nous devons être vigilants
contre toute velléité, contre toute volonté de faire disparaître nos précieux billets. Sur tous ces sujets, il y aura un combat politique à mener. Et actuellement, en tout cas dans l'offre politique traditionnelle, je ne vois personne les porter. C'est extrêmement grave parce que, en mon sens, ça fera partie des grands enjeux des années à venir. Je prie pour que la méfiance de ceux qui consomment ce genre de documentaire, Hold Up, se redirige, se rationalise, gagne en méthode pour pouvoir être des relais militants efficaces des causes qui, visiblement, leur sont chères. Et vous inquiétez pas, il y a vraiment moyen d'être un punk dans cette histoire. En attendant, et c'est sûrement le plus important, non, les crypto-monnaies ne nous empêcheront pas de baiser. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai réussi à me mettre la moitié d'Internet à dos, ainsi que l'ensemble de l'appareil policier du Second Empire. Alors est-ce que ça valait le coup ? Non, pas du tout.